Donc j'ai le grand plaisir de vous d'introduire, de vous présenter notre conférencier du jour. Alors cette invitation s'inscrit dans un cadre spécifique, celui des accords internationaux du Collège de France, c'est-à-dire qu'il existe des accords entre le Collège et des institutions scientifiques de par le monde, et l'Université d'Uppsala en Suède est une de ces institutions partenaires. Et donc j'avais des contacts avec des collègues plus spécifiquement intéressés par l'Antiquité, l'archéologie notamment. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui suivent les séminaires de ma chaire se souviennent peut-être de la venue d'une collègue suédoise d'Uppsala qui s'appelle Gunnel Eckroth, qui avait parlé des héros il y a déjà quelques années. Et donc, dans le cadre de cet accord, Johan Trallow a pris contact avec le collège et puis avec moi, puisque ce sont des sujets d'antiquité qui l'intéressent, mais avec une ouverture tout à fait originale et intéressante, puisque Johan Trallow, à la base, n'est pas un classique, comme on dit chez nous. C'est en effet un collègue qui a fait tout son parcours en sciences politiques. Il a soutenu en 2002 une thèse dont je vous lis le titre en anglais parce que je serais incapable de le prononcer en suédois. Donc c'est Twilight of Man, Alienation, Liberty and Hegel's Problem in Karl Marx and Ernst Jünger. Donc vous voyez que ça nous éloigne un petit peu de notre cœur de cible habituel, mais, m'a-t-il raconté hier, à 28 ans, 27-28 ans, il est tombé en amour avec le grec. Donc, sans avoir jamais fait de grec auparavant, il s'est mis à faire du grec et donc à remonter le temps dans son intérêt pour la science politique, à remonter le temps jusqu'à la Grèce ancienne et notamment la tragédie grecque. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans le contexte de cet intérêt spécifique, qu'il va nous entretenir aujourd'hui et mercredi prochain de différents sujets. Donc, vous voyez que certains seront costaud. Et donc, je suis ravie, évidemment, de cette opportunité d'ouvrir un peu les fenêtres à d'autres analyses de la tragédie, et d'autant plus heureuse de cette opportunité que le cœur de cible de cette démarche de Johan Trallow touche notamment à la question de la justice. Or, comme vous le savez peut-être, les cours que je donne pour ces 2 années au collège touchent précisément à la question de la norme religieuse et des questions d'autorité. Donc là, je pense qu'il y a un lien qui s'opère et qui est un peu le fruit du hasard, mais un hasard tout à fait heureux. Et donc, dans le cadre de ce dont il va nous entretenir aujourd'hui, il a publié notamment un article, si vous voulez approfondir les choses, en 2016, qui s'appelait, intitulé « The Justice of the Chimera », Goat, snake, lion, and almost the entire Oresteia in a little monstrous image. Je pense que c'est maintenant que je dois vous céder la parole. Merci en tout cas, Johan. Merci beaucoup. Je suis très honoré par cette invitation, par votre cordialité, par votre hospitalité. Et je vous remercie de cette possibilité. Le collège et particulièrement vous, ancien Perrine Delforge, pour cette possibilité de présenter quelques idées sur la tragédie et sur les images. En même temps, je me sens un peu timide parce que je vous apporte une aberration, un petit détail philologique, de petites paroles dans lesquelles se trouve tout un monde, je pense. Et ça veut dire une chèvre, un monstre, le droit et peut-être le barbecue. Donc, ce que nous devons découvrir, c'est une image qui gêne, c'est une image qui ne convient pas, quelque chose qui ne s'ajuste pas et qui ne se comprend pas de la manière normale. Cette image hurle, pour ainsi dire. Donc, depuis Aristote, les théories cognitives de la métaphore nous ont enseigné
ou démontrer que les images linguistiques opèrent de la manière suivante. Il y a deux composantes, deux éléments qui s'accordent et qui se comprennent. Donc il y a une correspondance. La nature de cette correspondance, là, on peut la discuter, mais il y a une correspondance entre les éléments de l'image. Et aujourd'hui, on va faire la connaissance d'une image qui opère de manière tout à fait inverse, je pense. Une image donc constituée d'éléments qui ne s'accordent nullement et qui crée un sentiment alarmant de transgression des normes. Mais allons donc sur le terrain, allons au texte. On va assister à un sacrifice humain, évidemment, et il est décrit comme ça par Eschyle dans l'Agamemnon. Frasen da Odysseus pater met Ephraim dikan chimairas hyperthembomu. Puis j'ai mutilé du texte pour simplifier, l'abein aerden. Et donc, après une prière, le père ordonna au serviteur de l'enlever, ça veut dire enlever la victime, sur l'autel comme une chevrette. Et le texte est mutilé, et la traduction est la mienne, et c'est bien possible que ce ne soit pas du français tout à fait orthodoxe ou cachère. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que Eschyle n'écrivait non plus du grec tout à fait cachère. Bon, ce qui m'intéresse et ce qui devrait peut-être vous intéresser aussi, ce sont les deux mots dikan chimairas. La victime qu'on enlève ici, c'est Iphigénie. Et l'histoire est bien connue, donc je dois la répéter. La victime est Iphigénie, la fille de Clytemnestre, Agamemnon. Ce dernier avait enragé Artémis, et celle-ci empêcha le voyage des Grecs vers Troie. Et donc il n'y avait pas de vent. Et pour apaiser la déesse, Agamemnon dut sacrifier sa propre fille. Tout va bien d'un certain point de vue, parce qu'on tue la jeune femme, et les Grecs continuent leur voyage, ils seront les vainqueurs de Troie. Agamemnon rentrera chez soi, il sera tué par sa femme, Clytemnestre. Et puis leur fils Oreste rentrera après de longues années et tuera sa mère. Après ça, il sera persécuté par les Érénies, les fantômes vengeurs de la mer. Et il arrive à Athènes, où il y aura un procès légal présidé par Athéna, et il sera acquitté. Les Érénies seront incorporés dans le culte de la cité d'Athènes. Bon, tout ça, c'est bien connu, des massacres, des vengeances, ce genre de choses. Très adorable, peu adorable, mais c'est ce qui arrive. Bon, l'intéressant, c'est donc que nous avons un texte qui traite du sacrifice humain. Le sacrifice humain, c'est la transgression, disons, par excellence. Ça fait part de l'Orestie, la trilogie mise en scène en 458 par Agamemnon. Et c'est, Christian Mayer l'a dit, c'est la manifestation la plus grandiose, die großartigste Manifestation de la pensée politique du 5e siècle. Et ce passage est fascinant, je pense. Mais dans cet éventail de possibilités, prenons le problème de la chevrette et du droit. Je présenterai un argument en 3 étapes. D'abord, je vais parler de l'espèce de la chèvre ou de l'animal sacrificiel.
D'abord, et puis je vais parler de la construction linguistique, dikan shimairas, dikan plus quelque chose en génitif. Et puis, je parlerai de la question du droit et de l'animal. Bon, il me semble assez important de le faire en 3 parties, de présenter l'argument en 3 parties, mais en vérité, je vais insérer un entracte après qu'on aura affranchi le premier pas. Je vais parler un peu, on va faire la connaissance d'un élément de la théorie cognitive de la métaphore. Bon. Et s'il ne fait pas explicitement mention du moment de l'égorgement d'Iphigénie, et en plus, il semble que les artistes grecs n'intéressaient pas trop, ou c'était peut-être pas du bon goût, de représenter des sacrifices humains accomplis. Mais on pourrait l'imaginer comme cela. Ceci, ce n'est pas Iphigénie, c'est Polyxène. Polyxène sera sacrifié après la guerre de Troie, et c'est le fils d'Achille qui le tue. Ça se voit, Néoptolème. Et, bon, et c'est une figure, une amphore à figure noire, mi-6e siècle, qui se trouve au British Museum à Londres, et c'est un motif rare. Le sacrifice humain. Bon, on voit le sang qui coule du cou de la jeune femme, tout à fait comme Iphigénie. Mais la question, c'est pourquoi une chevrette? Pourquoi comme une chevrette? Les commentateurs, plusieurs commentateurs ont dit que c'est la victime normale. C'est l'argument de Headlam et Thompson dans leurs commentaires. Et Denniston et Page ont dit que c'est particulièrement approprié, specially apt, car il y avait la coutume de sacrifier une chevrette, une jeune chèvre, à Artémis avant une bataille. Dans les inscriptions, ça se trouve, il y a peu d'inscriptions sur cela, mais la chimaira, on en fait mention par exemple dans le calendrier sacrificiel à Eleftherna, et aussi dans les réglementations des Labiadae, de l'organisation des Labiadae à Delphes. Mais quant au sacrifice avant une bataille, on le trouve plutôt dans Xénophon, car il en fait mention, il en parle dans la constitution des Lacédémoniennes. Donc, c'était normal de sacrifier une chevrette avant le combat. Mais qu'est-ce qu'une chimère? Qu'est-ce qu'une chimaira? Qu'est-ce qu'une chevrette en grec? Pourquoi on dit comme une chevrette? Bon, chimaira, ça veut dire comme une chevrette. Bon, c'est la traduction conventionnelle. Et ça émane d'une racine proto-indo-européenne, reim, geim, et ça veut dire l'hiver, ou tempête, ou même neige. En grec, on trouve Chémon, et ça veut dire hiver et tempête. Et en langue hittite, qui est la langue indo-européenne la plus vieille qui nous a été conservée, on trouve le mot gimant, ça veut dire hiver, et gimantaria, ça veut dire hiberner. Et il y a des formations, il y a aussi des formations germaniques, scandinaves. En Suède, en vieux norrois, on disait Gumbr, et c'était une agnelle de moins d'un an. Ça veut dire une agnelle d'un seul hiver. Et ça se trouve aussi dans le suédois moderne, enfin pas trop moderne, mais on n'en parle pas
bon, jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être, on disait Gimmer. Et en norvégien, on disait mais également Gimber. En fait, sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique, on parle toujours du Gimmer. Et les Gotlandais, là, le mouton est quelque chose le bouc est quelque chose de très spécial parce qu'il n'y a jamais eu des sangliers ou des loups ou des ours. Ça veut dire les grands prédateurs auxquels les hommes peuvent s'identifier. Donc, il y a une théorie qui a été développée, enfin une hypothèse qui a été développée par un archéologue, Bo Gresslund à Uppsala, selon lequel le rapport entre le bouc, le mouton, et le peuple des Gotlandais, le peuple de Gotland, c'était un rapport, disons, si vous permettez, totémique. Bon, mais je digresse ou je régresse peut-être. Bon, pourquoi le Gimmer? Pourquoi ce petit animal? On doit aller sur le terrain, et ça veut dire on doit aller à la campagne, à la ferme, et on en trouve une petite chevrette comme ça. Et bon, elle est mignonne, elle est sans défense. Le grand philologue Petrus Chronebaum a dit que ça c'est vraiment, chez Cécile, c'est une image du statut d'être sans défense, une beeldte weerloosheid. Et ceci, c'est bien une image du statut d'être tout à fait sans défense. Mais en même temps, il y a un problème, car Chimaira, ça ne veut pas seulement dire une chevrette, mais ça veut aussi dire autre chose. J'apporte un handout, et je viens d'apprendre le mot exemplifié. Et ça, c'est une pièce de monnaie de Sikion sur le Péloponnèse. Et ça, c'est une chimère. On voit très mal, en fait. On voit très mal qu'il y a un lion, et au milieu, il y a une chevrette, et la queue, c'est en fait un serpent. Bon, pourquoi appelle-t-on pourquoi la chevrette s'appelle-t-elle une chimère en grec? Quand je vois cette pièce de monnaie, je pense qu'il y a peut-être je ne puis arrêter de penser qu'il y a une qualité, disons, un peu joueuse, un peu enjouée, car la monnaie, ça veut dire le moyen d'établir des relations d'équivalence, de mesurer l'incommensurable, ce qui est inconciliable. Ça se trouve là. Ah bon? Vous avez fait ça? Non, c'est moi qui ai changé d'image. Excusez-moi. Bon, mais sur cette pièce de monnaie, il y a un symbole de l'inconciliable, parce que c'est comme ça, c'est la perception de la chimère. C'est quelque chose qui contient trois éléments qui ne sont pas conciliables. Bon. Jusqu'à assez récemment, on s'étonnera que personne n'eût osé l'interprétation de la chimère, de la chevrette chez Agamemnon, chez Eschyle, comme chimère, mais jusqu'à assez récemment, c'était le cas. Il y a un article très novateur, à mon avis, de Peter Wilson sur cette image, je ne suis pas forcément d'accord avec ces conclusions, mais je vais essayer de développer quelques idées dans de nouvelles directions. Bon, voici une représentation de la chimère plus connue. C'est la chimère d'Arezzo, qui passe très agréablement, je pense, sa retraite dans un musée à Florence. La queue a été restaurée
on l'a excavée au XVIe siècle. La queue a été restaurée. Il y a plusieurs façons de représenter la chimère, mais ça, là, voilà une des plus belles. Bon, Homère dit que la chimère est de Theion Genos, de bonne famille, non, de famille divine. Ça veut dire que Theion, Theos, c'est pas vraiment divin au sens du mot comme nous l'utilisons aujourd'hui. Mais il dit que le Theion Genos et le Prostheléon, bon, au front, c'est un lion. Opistan Dracon, ça veut dire en arrière son serpent, et au milieu, c'est la chimère. C'est la chevrette. Donc, l'animal a reçu son nom d'un parti de l'espèce au milieu. Plutarque, déjà, et d'autres auteurs ont tenté de nous expliquer, d'expliquer ce pauvre monstre, parce que pas mal de gens trouvent ce monstre un peu bizarre, et plus que bizarre, même inconciliable. Jorge Luis Borges écrit dans son livre sur les êtres fantastiques, il dit que les gens se fatiguaient de la chimère, car les espèces se resistían de formar un solo animal. Ils se résistaient de former un seul animal. Donc, ça c'est... Ça vient du XXe siècle, c'est peut-être anachroniste, mais il y a aussi de grands chercheurs, des chercheurs très importants qui ont trouvé la chimère troublante. Martin West a écrit que la chimère est « the least satisfying of mythical monsters », le moins satisfaisant. Selon Jenny Strauss Clay, il y a une incongruence presque comique dans le corps de la chimère. Bon, il est bien symptomatique, je pense, que la chimère a aussi, le mot, la parole, chimère, a aussi acquis le sens de quelque chose qui n'existe pas ou d'un organisme de plusieurs génotypes. Ce qui gêne, c'est évidemment la chèvre. C'est ce que dit Martin West, car la chevrette, n'est pas effrayante, elle n'est pas terrifiante. En fait, je ne suis pas sûr si je suis d'accord, parce que si on doit se rappeler à l'apparence des pieds du diable, et si on a vu des processions en Europe centrale vers Noël, il y a des processions d'hommes qui portent des masques et qui accompagnent Saint-Nicolas, et ce sont des hommes Krampus. Ils portent des masques qui sont faits des cornes du bouc ou de la chèvre. Bon, donc, osons l'interpréter Dican Chimairas comme une chevrette, comme le monstre, comme la chimaira. Et le monstre inquiétant, car il traverse les distinctions, non seulement entre animal sauvage et animal domestique, mais aussi entre mammifères et reptiles. Donc c'est quelque chose qui traverse les distinctions et les catégories. Est-ce donc la victime normale? On ne saurait sacrifier un monstre. Les composantes de cette image s'accordent-elles? Je ne pense pas. Je pense que nous avons découvert un décalage entre les éléments de l'image. Bon, l'entracte. Aristote nous dit qu'il faut construire une belle métaphore apo-oikeion, ça veut dire des phénomènes qui sont apparentés. Et ça veut dire
et lui-même, Aristote, l'explique par l'exemple d'Achille. D'Achille, le lion se précipita, Léon et Porus. Donc, pourquoi Achille est-il un lion? Pourquoi est-il comme un lion? Pourquoi Aristote dit-il qu'Achille est comme un lion en disant qu'il est un lion? Bon, le lion est féroce, fier et fort, comme Achille est aussi fier, féroce et fort. Donc, on voit une ressemblance entre... Ce n'est pas que la barbe. C'est la barbe aussi, mais ce n'est pas que la barbe. Bon, nous voyons une... Excusez-moi. Bon, nous voyons une ressemblance entre Achille et le lion. Donc, ce qui est important dans la métaphore, toujours selon Aristote, c'est qu'il y ait une ressemblance entre les composantes de l'image. Et ça, c'est l'héritage duquel jouit, qui est tout à fait présent et vivant et vif dans les théories modernes cognitives de la métaphore. Par exemple, George Lakoff dit que ce qui détermine l'ajustement de l'image, c'est maximizing the number of overall neural bindings. C'est de maximer le nombre de liens neuraux. Donc, il faut que l'image s'ajuste. Et ce peut être soit très universel, soit particulier, tout à fait particulier. Des psycholinguistes ont soutenu, par exemple, que l'universalité de la métaphore cordialité comme chaleur, ça émane de l'expérience de l'être humain, d'être porté, d'être embrassé par les parents. Et donc, c'est tout à fait, ça se comprend immédiatement. La chaleur, c'est la cordialité. L'amour, c'est la chaleur. Mais il y a aussi, naturellement, des métaphores qui sont très particulières et qui ne se comprennent que dans un certain contexte, dans certains contextes culturels. Bon. Donc, est-ce comme une chevrette? Je ne pense pas. Excusez-moi. Bon, est-ce comme une chevrette? Je ne pense pas. Car nous avons la possibilité de redécouvrir l'animal sacrificiel comme un monstre. Et cela donne de nouvelles possibilités, je pense. Bon, nous avons vu que Dican Chimairas, comme une chevrette, ce n'est pas forcément une chevrette, mais ça peut être un monstre. Mais regardons donc Dican. Jetons un coup d'œil sur ce premier mot, Dican, comme, et ça se traduit normalement comme, mais pour voir, un poète français moderne l'a dit, le contexte est plus fort que le concept, donc il faut regarder le contexte de ces expressions. Et en fait, la plupart des commentateurs ont soutenu que c'est seulement une façon de dire comme. Ça veut dire dican, c'est tropon, c'est à la manière de, c'est comme. Mais Nicole Leroux a dit que le silence des commentateurs est remarquable par rapport à l'étrangeté de cette expression. Rappelons donc les autres instances où on trouve des constructions pareilles. Chez Sophocle, dans le fragment de la Tiro, on trouve Paul ou Diken comme une pouliche
ou selon le droit de la pouliche. Car dika en dorique, ça veut dire le droit. Et l'image, j'ai coupé la tête du jeune homme qui coupe la crinière de ce cheval, parce qu'il est tout à fait innocent. Mais dans le contexte du fragment de Sophocle, nous voyons que comme une pouliche, ça se réfère à une femme dont on a coupé les cheveux. Elle ne le voulait pas, elle a perdu ses cheveux. Elle a été maltraitée comme une pouliche. Ça, c'est tard, c'est déjà tard, c'est 418. Donc, ça n'a pas pu influencer Eschyle. Chez Euripide, dans la Icube, nous trouvons, il y a une scène remarquable où des femmes aveugles arrachent les yeux d'un roi. Et elles le font polypodon diken, comme des poulpes. On voit les tentacles des poulpes, on voit les bras et les doigts des femmes qui arrachent les yeux du roi. Et c'est effrayant. Puis, chez Pindare, on trouve un passage où le poète dit qu'il veut attaquer son ennemi, Leucoiodican, comme un loup ou selon le droit du loup. Chez Simonide, beaucoup plus tôt, on trouve Ictinodican, et c'est quelqu'un qui s'approche aux entrailles d'une victime, on ne sait pas parce que c'est un fragment, et il s'approche comme un Milan, selon le droit du Milan. Et Milan, c'est Milvus. Et le Milan n'est pas forcément connu par ses bonnes manières de table. Bon, qu'est-ce qui reste? Nous trouvons Dican chez Maëras, et nous avons vu des instances où se trouvent des transgressions par rapport à la nourriture, aux manières de table, des transgressions dans le contexte des animaux et des êtres humains. Donc, ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de... cette expression-ci ne doit pas être lexicalisée, normalisée, car ce n'est pas normal. Elle s'utilise dans des contextes de transgression de normes. Il y a quelques autres instances. Chez Eschyle, on trouve Dican columbeteros comme un plongeur. Et ça, c'est un passage difficile. Je ne vais pas essayer de l'expliquer, mais je dirais que Dican columbeteros, le plongeur, et tout le monde sait que les réfractions de la lumière dans l'eau créent des problèmes cognitifs. On ne voit pas où se trouve un objet, car la réfraction de la lumière le fait impossible. Il y a aussi encore un fragment de chez Sophocle où il parle de Seiriodiken selon le droit, comme Sirius. Et Sirius, c'est l'étoile du chien. Et c'est quelque chose de liminal, c'est quelque chose d'effrayant. Pour les Grecs, comme pour les Romains, c'est quelque chose d'effrayant. En Iran, c'est différent. Là, Sirius, c'est Tishtria, et c'est un dieu presque tutélaire qui protège l'eau et qui nous protège. Mais chez les Grecs, c'est quelque chose d'effrayant. Chez Archiloque, il y a aussi un fragment où il parle de gens qui vont à une fête sans être invités
Et ils viennent donc Mykonion Dikan, comme des gens de Mykonos, qui étaient rudes et mal éduqués. Bon. Il y a encore deux instances chez les philosophes que je ne discuterai pas. Peut-être on aura temps après. Chez Anaximène, selon une source tardive, il y a la formule Helon Diken, ça veut dire que les étoiles sont affixées au ciel comme des têtes de clous. Et chez Empédocle, Empédocle parle de quelque chose qui monte vers le ciel, kapnoiodiken, comme de la fumée. Ça veut dire comme quelque chose d'amorphe. Mais, bon, l'important, c'est que on n'est pas de raison de penser que cette expression a été normalisée, lexicalisée. Ça signale quelque chose, ça signale une transgression des normes. Pour le traduire dans un contexte, disons, moins exotique, on ne peut pas dire il cuisine Dikan Magairo, il cuisine comme un chef, parce que ça veut rien dire. On ne peut pas dire le conférencier invité prononce sa conférence Dikan Didaskalo comme un prof, parce que ça veut rien dire. Donc, quelque chose qui correspondrait mieux, ce serait peut-être le conférencier invité soumis son interprétation au regard critique des collègues parisiens, Dikan Chimairas, comme une chevrette, donc comme un pauvre animal sacrificiel. On va voir. Bon, quand on retourne à l'Orestie, on trouvera un véritable bombardement de cette espèce d'expression. Je vous donnerai la liste. On trouve Dikan plus génitif, un chien, la lune, les rêves, un nouveau-né, un barbare, encore de rêves, une hirondelle, encore un chien, une mariée, une vague, une vache, un cygne, ça veut dire l'oiseau, c'est Y, un corbeau, un messager, des marins, encore un chien, c'est le troisième, puis encore un bébé, les monstres que l'on appelle gorgones, un lièvre, un pharaon, le petit du cerf, un cocher, un jardinier et peut-être du sang. Donc, c'est un bombardement d'une expression, d'une construction qui n'est pas orthodoxe. On pourrait passer la vie en discutant toutes ces formulations, mais le temps est bref et votre volonté n'est peut-être pas aussi immense, mais suffit-il de dire qu'il y a un décalage entre les composantes de l'image et dans ce décalage, nous n'entendons pas un son harmonieux, ça bêle, pour ainsi dire. Et tout cela nous force de faire attention à diquer au droit. On doit franchir le troisième pas. Donc, le droit et les animaux. Dikan Shimaeras, comme ou selon le droit. Il y a des commentateurs de l'Orestie qui ont soutenu qu'il ne faut pas lire droit dans Dikan plus quelque chose en génitif, car bien que ce soit un thème importantissime dans l'Orestie, ce n'est pas le cas dans ces expressions. Mais c'est significatif, je pense, qu'il y ait tant d'expressions Dikan plus quelque chose, car dans l'Orestie, le monde est inverti. Bon, pourquoi l'animal? Pourquoi la chimère? Et pourquoi le droit? Nous voyons quelque chose d'inconciliable. Nous voyons trois espèces qui sont inconciliables. Et d'une autre manière,
je pense, des autres monstres du mythe grec. Ceci n'est pas normal. Cela, c'est normal. C'est un petit sanglier, c'est un sacrifice, c'est un autel. Il se trouve au Louvre. Donc, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est cela. Dikan chimairas selon le droit de la chimère. Il n'y a pas, autant que je sache, de sacrifice de monstres en grec, en pays grec, ni dans d'autres cultures indo-européennes. Et donc, si ceci n'est pas normal, si ceci n'est pas correct, il faut voir quelque chose, il faut s'apercevoir de cette aberration. Nous voyons la chimère, nous voyons Dikan chimairas, et on voit une aberration, on voit un abîme entre les composantes de cette image. Chez Hésiode, et ce n'est pas l'écriture sainte, on le sait, mais c'est quelque chose disons de très important chez les Grecs pour comprendre les normes du sacrifice et l'étiologie du sacrifice. Et Hésiode contraste la dike, le droit, d'un côté, et les animaux de l'autre côté. Vous m'excuserez si la traduction n'est pas bonne. Car le fils de Cronos imposa cette loi aux êtres humains, les poissons et les bêtes et les oiseaux et se mangent l'un l'autre, car le droit, dike, n'est pas chez eux. Mais aux êtres humains, il donna le droit, ça veut dire Zeus, donna le droit qui est de beaucoup le meilleur. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un contraste, c'est un contraste très explicite entre une distinction entre dike et les animaux. Dike, il y a dike que chez les humains, que chez les hommes. Les animaux n'ont pas besoin du droit et ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, ce que nous voyons ici, c'est quelque chose qui doit être, que l'on doit comprendre comme très important pour les Grecs. Et ce que nous voyons, c'est donc un fond sur lequel on pourra comprendre le Dikan chimairas. Car dans le Dikan chimairas, dans la chimère, nous voyons quelque chose, des choses qui ne s'ajustent pas, qui ne conviennent pas et qui ne se comprennent pas. Ce sont d'abord des espèces qui sont inconciliables, mammifères, reptiles, sauvages, domestiques, etc. Dangereux, non dangereux, etc. Nous voyons en même temps dans le sacrifice humain des institutions qui ne s'ajustent pas et qui ne conviennent pas. Le sacrifice humain est le sacrifice corrompu par excellence. Donc, ce sont deux institutions qui ne s'ajustent pas, qui ne conviennent pas. Et puis, on verra qu'il y a une aberration, qu'il y a tout un abîme entre Dikan chimairas, Dikan et chimairas. Donc, on a vu que Dikan chimairas, comme une chevrette, ce n'est pas forcément une chevrette, ce peut être un monstre. Et Dikan, ce n'est pas forcément comme, mais ce peut être une allusion, ce doit être une allusion au droit. Et entre droit et l'animal, entre le droit et le monstre, et l'animal, il y a aussi un abîme. Le monstre est en dehors de l'hiérarchie. Mais pourquoi? Bon, le monstre est en dehors de l'hiérarchie cosmologique, Dieu, humain et animal. Il est en dehors
est le sacrifice qui confirme et établit et rétablit l'ordre du monde, l'ordre de la cité, n'a rien à voir avec le monstre. Donc, nous voyons des phénomènes qui sont tout à fait inconciliables. Par rapport au modèle envisagé par les théories cognitives de la métaphore, c'est quelque chose de bouleversant, je pense. Car le lion Achille, c'est impossible. Bon, le lion Achille, ça se comprend, ça convient. Et les autres métaphores se comprennent parce que les éléments, les composantes de l'image se ressemblent. Mais en fait, nous avons découvert une image où les composantes ne s'ajustent pas, ne conviennent pas, et ça donne une valeur, une fonction cognitive et herméneutique très spéciale. Donc, je m'excuse. Vous avez dû supporter toute une ménagerie d'animaux et de monstres qui hurlent et bêlent. Mais j'ai proposé que nous empruntassions un sentier qui se serpente vers peut-être une image qu'on a bonne raison de vouloir comprendre. Je suggérais que c'est une image qui est cognitivement gênante, qui est cognitivement déconcertante par rapport au modèle que nous portons tous dans le cerveau. Donc, en même temps, mais en même temps, c'est une représentation parfaite des transgressions des normes. Dans la chimère, nous trouvons des éléments inconciliables. Au niveau du langage, Dike et Chimaira, Dike le droit et les animaux, au niveau des institutions, etc. Et en fait, c'est une représentation où l'image, où les éléments de l'image ne conviennent pas, et elles ne conviennent pas, et l'importance, le sens de tout cela, c'est que ça nous donne une représentation tout à fait parfaite de la transgression des normes, du fusionnement des éléments qui doivent être séparés, distincts, etc. Vous vous demandez peut-être s'il n'y a qu'une seule, une seule telle aberration à la part d'Eschyle, et si ces deux petits mots, Dike Chimairos, sont uniques, ou s'il y en a d'autres. La deuxième conférence, la semaine prochaine, sera consacrée à une pièce de bois terrifiante, hallucinatoire, car liquide, chez Euripide. Je pense donc qu'on pourra redécouvrir les images et le fonctionnement des images et des métaphores dans la tragédie et d'ailleurs. Je vous remercie cordialement et donc chaleureusement de votre attention.